bonjour. Je suis le docteur Laurent Chevalier, donc on va poursuivre. Je suis médecin attaché au CHRU de Montpellier et en clinique. Aujourd'hui, maintenant, on va parler d'un sujet intéressant, parfois négligé, et un projet éducatif que va nous présenter Kerstine Faravel sur les problèmes de douleur après l'hormonothérapie dans le cadre des cancers du sein. C'est un sujet vraiment important qui touche quand même une personne sur deux et qui est certainement trop négligé, d'où une étude extrêmement intéressante qu'est en train de mener Kerstine Faravel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous là derrière vos écrans d'être là à nous écouter. J'espère que vous arrivez à garder la concentration. Merci à tous les organisateurs de m'avoir invité et pour votre grande capacité d'adaptation aux circonstances actuelles. Donc, moi, je suis Kerstine Faravel, kinésithérapeute à l'Institut régional du cancer de Montpellier. Et nous avons mené une étude de faisabilité et où on a proposé une intervention de yoga animée par un kinésithérapeute associé à de l'éducation thérapeutique auprès de femmes ayant des douleurs suite à l'hormonothérapie, dues à l'hormonothérapie après un cancer du sein. Donc je profite pour remercier chaleureusement l'équipe projet avec qui c'est un vrai plaisir de travailler. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Donc on va voir donc après une petite introduction ce que c'est le yoga et puis notre expérience dans le domaine, un peu l'historique. Et puis après on va plus détailler l'étude SKYPE, l'étude de faisabilité. Donc SKYPE c'est l'acronyme, suivi kiné yoga projet éducatif. Et puis une conclusion et voir un peu les perspectives. Donc pour démarrer, je voulais vous présenter Madame D. Madame D, c'est une femme active de 54 ans qui travaille à temps plein. Et elle est mariée, elle a 2 grands-enfants, elle a des activités, des loisirs, elle n'est pas sportive mais elle est active. Elle fait de la marche régulièrement, elle est membre de 2 associations. Donc elle est un peu comme chacune d'entre nous, voilà. Sauf que elle a été traitée pour un cancer du sein il y a 4 ans, où elle a subi une chirurgie, 6 cures de chimiothérapie et 25 séances de radiothérapie. Ce traitement est terminé depuis 3 ans maintenant. Donc elle a repris toutes ses activités de la vie courante, sauf que tout n'est pas tout à fait comme avant. Il y a donc 3 ans à la fin des traitements, elle a commencé une hormonothérapie par tamoxifène. Et très rapidement après le début du traitement, elle a senti des douleurs osteo-articulaires démarrer. Donc l'année d'après, lors de son rendez-vous avec son oncologue, elle a eu la proposition de changer de molécule. Elle est passée à Nolvadex, mais elle avait toujours des douleurs. Donc lors de la consultation d'après avec son oncologue, il lui a proposé de fractionner le traitement, 10 mg le matin, 10 mg le soir. Mais il lui a aussi annoncé que le traitement sera allongé jusqu'à une durée de 10 ans selon les nouvelles recommandations. Donc toutes ces données donnent envie à Madame D d'arrêter le traitement. Elle sent comme si elle avait vieilli de 20 ans et ce n'est pas confortable. Et du coup, c'est là où on se pose la question, c'est quoi la place pour le yoga dans ce contexte-là? Le yoga, c'est une activité physique, mais pas seulement. C'est une pratique psychocorporelle. Donc, yoga signifie union en sanskrit. Et on tente donc de réunir le corps et le mental à l'aide du souffle. Et, donc, les objectifs sont multiples, donc de maintenir une bonne santé physique, mais également mentale, et maintenir un équilibre entre, d'un côté, force et renforcement, et souplesse, étirement et confort de l'autre. Donc on se concentre beaucoup sur un alignement structurel, notamment au niveau de la colonne vertébrale, et c'est très propice à la récupération de la mobilité. Quelques principes de base, grâce à de nombreuses adaptations possibles,
Le yoga peut s'adapter aux capacités et aux difficultés de chacun. On quitte une respiration automatique vers une respiration consciente et la respiration sera synchronisée sur le mouvement. Donc d'abord la respiration et puis après suit le mouvement. Donc le yoga, c'est les postures, les exercices respiratoires et la méditation. Mais pas seulement. Donc il y a aussi toute une réflexion autour de textes philosophiques également. Donc nous, à l'ICM, notre expérience de yoga, c'est quoi? Donc à l'initiative de 3 anciennes patientes, elles sont allées voir leur oncologue il y a maintenant une quinzaine d'années, qui a aussi impliqué la kinésithérapeute. Et ces anciennes patientes proposaient d'offrir des cours de yoga aux patientes dans leur situation parce qu'elles trouvaient que ça serait bénéfique. Donc on a créé une association entre patientes et soignantes. On a signé une convention avec l'ICM qui nous a donné le soutien. Et du coup, c'est ça qui a donné naissance à un cours de yoga hebdomadaire à l'ICM. Et la particularité de ce cours, c'est qu'il y avait une prof de yoga, mais également une présence médicale ou paramédicale, donc qui offrait une proximité avec l'hôpital. Et donc on a eu un financement par la Ligue contre le cancer pendant toutes ces années. Et l'expérience de ce cours hebdomadaire pendant 10 ans, ça nous a permis de voir les nombreux bénéfices du yoga pour les femmes traitées par un cancer du sein. Et c'est ça qui nous a donné envie d'aller plus loin et de mener une étude. Donc l'étude de faisabilité Skype, comme vous avez compris. Donc le contexte de cette étude, c'est que 80% des cancers du sein sont hormonodépendants, donc avec une hormonothérapie prescrite à la fin des traitements. Et 50% de ces femmes traitées par hormonothérapie souffrent de douleurs ostéo-articulaires dues au traitement. Et bien sûr qu'il y a des solutions à ces douleurs. Donc il y a Lombard, je vous ai donné la référence, qui parle de ces douleurs très spécifiques liées à l'hormonothérapie. Et il y a des réponses médicamenteuses, donc les plus efficaces étant le paracétamol et les anti-inflammatoires. Et selon cet article, il y a dans les INM, c'est le yoga qui semble être le plus efficace. Donc nous, avec nos 10 ans d'expérience de l'atelier yoga, ça nous a semblé intéressant. Donc il y a beaucoup de littérature dans le domaine et des interventions aux États-Unis notamment ont proposé 2 séances encadrées par semaine de 1h30 et ça nous a semblé très contraignant pour des participantes et on s'est posé la question de l'autonomie. Et c'est pour ça qu'on a associé de l'ETP pour renforcer et pour rendre possible une pratique à domicile. Donc un apprentissage de yoga à faire à domicile. Donc l'ETP, c'est éducation thérapeutique. Voilà, éducation thérapeutique. Voilà. Merci. Donc les patientes concernées par cette étude prenaient tous une hormonothérapie. Elles étaient majeures, étaient suivies pour un cancer du sein non métastatique, avaient toute une douleur égale ou supérieure à 4 et le traitement précédent était terminé au moins à 2 mois auparavant. Donc les critères de non-inclusion, c'était une douleur rhumatismale chronique ou alors de déjà pratiquer le yoga ou avoir une contre-indication à l'activité physique. Donc le nombre de patientes nécessaires était 24. Donc les objectifs de cette étude l'objectif principal était la faisabilité, mesurée par l'assiduité à la pratique du yoga. On ne savait pas avant de démarrer cette intervention si ça allait intéresser les patientes, si elles allaient venir, parce qu'on se rendait bien compte que c'était contraignant aussi. Donc la mesure de l'assiduité serait 4 séances sur 6 au niveau des séances encadrées et 70% de la pratique quotidienne à domicile. Donc c'est ça la limite du succès, on va dire. Enfin,
Les objectifs secondaires, c'était l'évolution de la douleur sur l'échelle EVA et la souplesse en flexion en avant, la mesure doigt-sol en centimètres, et la satisfaction vis-à-vis du projet sur une échelle de Likert. Et après, on mesurait aussi à l'aide de différents questionnaires l'évolution de la qualité de vie, le sentiment de compétence personnelle, l'anxiété, dépression associés. On a créé des outils éducatifs, donc mon guide de yoga, un enregistrement audio et un carnet d'assiduité dans lequel on demandait aux patientes de noter si oui ou non elles avaient pratiqué la séance de yoga et la durée de celle-ci. On demandait aussi les raisons pour lesquelles elles avaient pratiqué ou pas pratiqué leur séance de yoga. Donc pour revenir à ce guide de yoga, donc je vous montre, c'est un petit livret en format A5, élaboré dans un groupe de travail formé par différents professionnels et l'unité transversale d'éducation thérapeutique de l'ICM, des patientes et d'autres utilisateurs. Et donc il y a deux façons de pratiquer les 10 postures compris dans la séance à pratiquer à domicile. Donc soit de la posture 1 à 10, donc de la position allongée à la position debout, ce qui serait plus propice donc, le matin pour se remettre en route, pour démarrer la journée, ou alors de la position debout 10 à la position allongée 1, idéal avant de se coucher pour trouver un apaisement donc, avant de s'endormir. Donc le déroulement de cette étude se passait en 2 périodes, P1 et P2, chaque période de 6 semaines. Pendant P1, il y avait 6 séances encadrées de yoga de 90 minutes, donc 1h30. Et pendant P1 et P2, les 12 semaines, il y avait au total 78 séances à pratiquer. Et il y avait 3 bilans de kinésithérapie et bilans éducatifs partagés. Un bilan à l'inclusion, avant le début de l'intervention, un au milieu des 2 périodes et un à la fin de l'étude. Donc les bilans de kinésithérapie, il y avait un entretien individuel avec la patiente. Et on relevait quelques données classiques et puis on mesurait aussi, on demandait l'intensité de la douleur sur l'échelle VA et on mesurait la souplesse et la capacité respiratoire à l'aide d'un spiromètre. Et puis on notait aussi s'il y avait des limitations, des difficultés qui pouvaient demander des adaptations lors des séances encadrées. Le bilan éducatif partagé était là pour anticiper, préparer et faciliter la pratique à domicile. Donc lors de ce moment, on essayait de repérer s'il y avait des difficultés, des freins à la pratique à domicile et également s'appuyer sur des ressources et les motivations de la patiente. On se servait du modèle de l'implémentation des intentions. Donc du coup, on invitait la patiente de réfléchir à où elle allait pratiquer à la maison et puis à quel moment de la journée elle allait pratiquer, la mettre en situation et anticiper si elle avait besoin de matériel spécifique pour sa pratique de yoga, etc. Et c'est aussi au moment des bilans qu'on donnait les questionnaires pour les patientes à remplir. Donc on a du coup créé des groupes, 5 groupes au total qui se sont succédés, avec 3 à 5 participantes dans chaque groupe entre septembre 2018 et juin 2019. On a inclus les 24 patientes et donc les séances encadrées, c'était vraiment là pour apprendre aux patientes à pratiquer leurs séances en autonomie. Donc la séance encadrée se présentait de la façon suivante. Donc un accueil, puis les patientes remettaient la page de l'assiduité de la semaine précédente, du carnet d'assiduité. Et puis après, il y avait un partage concernant la pratique de la semaine passée.
un échange autour d'une notion philosophique, et puis après suivi la séance de yoga, puis la relaxation, un exercice de respiration, et puis un échange en groupe sur le vécu de la séance, et puis on définissait les objectifs éducatifs, et on soulevait quelques questions s'il y en avait. Donc on a proposé l'étude à 41 patientes. 17 patientes n'ont pas pu participer pour diverses raisons. Et au total, du coup, on a inclus les 24 patientes. 2 n'ont pas... Enfin, il y en a une qui n'a jamais commencé pour des raisons professionnelles et une qui a arrêté l'étude au bout d'une séance encadrée pour des raisons familiales. Donc on a eu 22 patientes évaluables. Donc au niveau des résultats, donc je vous rappelle, c'est une étude de faisabilité, donc c'était défini par l'adhésion des patientes. Donc il fallait avoir participé à 4 sur 6 séances encadrées et 70% de la pratique en autonomie. Et il fallait donc, pour un succès du protocole, au moins 16 patientes qui avaient été avec une bonne adhésion. Donc au niveau des cours encadrés, il y avait une participation à 90%. Donc 75% des patientes ont fait la totalité des séances encadrées. Il y avait un très bon taux de participation aux cours en autonomie également. Donc on a eu au total 20 succès sur 24, ce qui valide le protocole. Au niveau des objectifs secondaires, 58% des participantes ont eu une réduction de 2 points sur le VA, de la douleur. Donc il y a eu une erreur de mesure au 3e bilan kiné, parce qu'on a pris en compte une douleur arthrosique. Et c'est important de le soulever, parce que pour une future étude, que c'est très difficile de dissocier la douleur réellement due à l'hormonothérapie à d'autres douleurs. Voilà. La satisfaction était très élevée, avec une médiane à 10 sur 10, ce qui montre la pertinence et l'utilité et la demande des patientes. La souplesse en flexion, donc ça a été quasiment tous les participants ont gagné en souplesse, donc en moyenne 7 cm. L'image corporelle a été mesurée par les questionnaires et ça a été amélioré. Bon, on revient à Madame D, donc, qui pratique du yoga 6 jours sur 7. Au début, elle trouvait vraiment que c'était une contrainte. Maintenant, c'est devenu un besoin, mais vers la fin de l'étude, elle a avoué. Et elle a gagné en souplesse, en flexion en avant. Et elle dit « J'ai appris à connaître mon corps, à ne pas forcer, je me sens moins enfermée et comme réconciliée avec mon corps. » Elle a ressenti une diminution de la douleur, mais surtout un apaisement. Et d'autres verbatims, donc depuis que je pratique ma séance de yoga le soir, je ne prends plus de somnifères pour arriver à m'endormir. La séance m'apaise suffisamment. Et un autre, je suis ravie de ce projet, je me sens mieux. Les douleurs ont un peu diminué et je me sens surtout plus calme et je gère mieux mes émotions. Donc la discussion. Donc, concernant la faisabilité, ça confirme vraiment l'engouement pour les INM qu'on peut voir dans la littérature. Et je pense aussi que cette intervention est proposée à un bon moment, donc à un moment après cancer, où la vie a repris son cours et tout devait être comme normalement. Et certaines patientes décrivent un sentiment d'abandon par les soignants, alors qu'il y a toujours des effets secondaires dus à un traitement qu'on doit prendre en plus au long cours. Donc l'éducation thérapeutique a permis aux patientes de gagner en autonomie. Et je pense que c'est essentiel dans ce projet parce qu'il y a d'autres études qui décrivent plus d'encadrement, et ce qui veut dire plus de contraintes et pour les patientes, de déplacement, etc., et pour les structures hospitalières.
Concernant la douleur, je pense que ça mériterait d'être encore mieux évalué. Donc, notamment, bon, l'EVA, c'est un nombre et c'est bien insuffisant pour évaluer la douleur. On l'a vu dans des présentations précédentes. Et donc, pour une future étude, on voudrait rajouter l'évaluation du vécu de la douleur, la nature de la douleur, par un autre questionnaire, le Brief Pain Inventory, BPI. On en a parlé aussi précédemment. Et on voudrait aussi bien relever la prise dentalgique et voir s'il y aurait un changement. Donc les limites de notre étude est évidente. C'est un petit groupe qui manque de groupe contrôle. Et la région de recrutement est très large, donc on s'est posé la question aussi de la possibilité de suivre les cours par visio. Voilà. Et donc les perspectives, c'est une étude randomisée, multicentrique, qui évaluerait vraiment l'efficacité sur la douleur. Donc cette étude n'a pas encore commencé, mais on a obtenu l'accord du CPP. Et donc on va tâcher à mieux évaluer la douleur et éventuellement aussi voir s'il y a un impact sur l'inflammation qui a été décrit dans la littérature. Et on voudrait aussi, donc on est en train de mettre en place un amendement pour pouvoir donner la possibilité aux patientes de suivre les cours par visio. Vu le contexte actuel et vu ce congrès qui donne un bon exemple, je pense que ça serait possible. Donc pour conclure, je dis juste qu'il y a un besoin d'évaluation des interventions non médicamenteuses plus. Donc je vous remercie de votre écoute et je remercie surtout les patientes qui ont participé à Skype, à cette intervention, et également les équipes à l'ICM qui m'ont soutenu sans faille, et les financements évidemment. Et je remercie aussi la dessinatrice Marine Lemercier qui m'a permis d'utiliser ces dessins qui sont bien expressifs, je trouve. Voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui est très intéressant. Est-ce que vous proposez ces séances de yoga systématiquement aux patientes? Non. Ou pas encore? Vous n'êtes pas suffisamment équipé? Non. Alors, on a proposé pendant longtemps, donc comme je vous ai expliqué, l'atelier yoga. Mais donc, c'était dans un cadre associatif, donc avec le soutien de l'ICM. Mais vraiment, c'était plutôt dans un cadre associatif, donc pas encore intégré au parcours du patient. En fait, l'idée, c'est d'évaluer déjà le bénéfice d'une telle intervention avant de justement l'intégrer au parcours de soins. D'accord. Et il y a des expériences de ce type-là aussi dans les autres centres anticancéreux ou... Alors, dans les autres centres, je ne sais pas. Je sais que dans d'autres hôpitaux, notamment un hôpital parisien, je ne me rappelle plus le nom, je pense qu'il y a d'autres expériences qui ont été menées. Peut-être pas dans le même cadre de donc l'hormonothérapie, mais je sais qu'il y a d'autres expériences en cours. Alors, ça paraît quand même tout à fait essentiel, puisque vous donnez quand même des résultats spectaculaires, et pourtant, ça a l'air d'être un peu négligé, malgré tout, pour avoir des aides. Vous avez la Ligue contre le cancer, l'ICM, donc il y a une prise de conscience, bien entendu, mais au niveau des pouvoirs publics, vous sentez que ça reste encore un peu... hésitant? Je ne sais pas si les pouvoirs publics pourront intervenir, mais là, Skype a été financé par le Cancéropole. Et après, donc, pour l'étude randomisée, on a demandé des financements pour faire un PHRIP qui est en cours, cette demande de financement. Et sinon, je pense, la Ligue nous a financé l'atelier de yoga. Donc il y a clairement un intérêt pour cette intervention. Après, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'interventions possibles aussi avec des bénéfices. Donc c'est peut-être pas évident aussi de s'y retrouver. Alors on a des questions, et dans les questions qu'il y a, c'est est-ce qu'on connaît l'action du yoga sur ces douleurs? Enfin, est-ce qu'on a un mécanisme physiologique, physiopathologique qui nous explique la diminution des douleurs, l'action sur des neurotransmetteurs? On a des données scientifiques là-dessus?
Alors, il y a pas mal d'études, comme je disais à la fin, qui montrent des effets sur l'inflammation. Donc, il y a d'autres études qui mesurent le niveau de stress et la corrélation avec la diminution de la douleur et donc, enfin, la diminution de l'inflammation et du coup la diminution de la douleur. Donc, je pense que c'est peut-être en lien, mais personnellement, je ne pourrais pas vous l'expliquer, ce mécanisme-là. Voilà. Alors, il y avait une question aussi, c'est quel type de yoga plus précisément? Voilà, d'accord. C'est donc un protocole d'étude, donc c'est très codifié. Donc c'est des postures simples de Hatha Yoga, enfin c'est le yoga très classique et qui évidemment en fait c'est adapté aux spécificités des douleurs liées à l'hormonothérapie, qui sont surtout des douleurs aux extrémités. Donc il n'y a pas du tout d'appui sur ces articulations-là. Donc c'est très adapté à la population ciblée, évidemment. Et chaque posture peut s'adapter et du coup être pratiquée sans douleur. C'est ça évidemment l'intérêt. Alors la Fédération française des réflexologues aussi pose une question. Est-ce que la question des habitudes de vie et des pratiques autres des interventions non médicamenteuses en parallèle a été posée à vos participantes? Oui. Ça ne fait pas partie de l'étude, mais oui, au début de l'étude, on a posé la question au niveau du sommeil, l'alimentation. Oui, on l'a pris en compte pour pouvoir adapter la pratique au cours des séances encadrées et puis la santé globale de la patiente. Mais ça n'a pas été analysé dans le cadre de l'étude. D'accord. Et votre livret, il est disponible sur Internet ou comment on fait pour se le procurer? Oui, on peut me le demander par mail, il n'y a pas de problème. On peut vous le demander oui, par mail. Bon, d'accord, très bien. Ça. Est-ce que dans la prochaine étude, vous intégrez un peu plus spécifiquement aussi les aspects sommeil, puisque le sommeil va quand même beaucoup influencer sur la perception de la douleur? C'est pas prévu, mais non, c'est pas prévu. C'est vrai qu'on a tout un tas de critères d'évaluation secondaire. C'est pris en compte dans le cadre des questionnaires de qualité de vie, mais pas spécifiquement une question sur le sommeil, non. D'accord. Très bien. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup là, pour cet aspect qui est tout à fait fondamental, où on voit quand même de plus en plus l'importance de ces INM. Et puis finalement, l'approche que vous avez, qui est une approche scientifique, je pense qu'il pourra débloquer aussi des fonds et des aides par la suite. Donc on attend avec impatience Skype 2. Voilà, moi aussi. Merci beaucoup Merci à vous beaucoup. tous. Merci. Merci.